Une abondance de ressources existe pour l'enseignement des langues. Après avoir sélectionné ce qu'il juge pertinent dans cette multitude de ressources, un enseignant doit rendre le tout cohérent, lié et pratique pour son apprenant. En téléenseignement, il peut être bien utile d'utiliser un matériel proposant plusieurs tâches, adapté au niveau de l'apprenant, un matériel qui permet l'ancrage des connaissances dans une démarche favorisant le développement des compétences. Connaissez-vous les situations d'apprentissage, aussi appelées SA? L'intention de cette capsule est de vous présenter plusieurs considérations pédagogiques au regard de la planification et de la manière de mener à bien, concrètement, une séquence d'enseignement à distance avec les SA. Elle s'adresse à tous les enseignants de francisation et d'abord à ceux qui sont initiés, aussi peu soit-il, au SA. Nous ferons tout de même un léger survol des piliers de ce modèle didactique afin de mieux baliser les propositions d'adaptation au téléenseignement présentées par la suite. Voici les avantages que nous voyons au recours à ce matériel en téléenseignement. Tout d'abord, les SA sont disponibles en ligne sur la plateforme Alexandrie de Carrefour FGA. Cette plateforme est accessible gratuitement, sans compte à créer ni mot de passe à donner. Par exemple, l'enseignant peut faire parvenir à son apprenant l'adresse d'un document à consulter dans le cadre de l'ASA. Il s'agit de copier l'adresse du lien du document voulu et de le coller à l'endroit voulu selon le mode de communication privilégié. Ensuite, le matériel est en alignement curriculaire. Non seulement il tient compte des contenus de chaque cours, mais il respecte également la progression des savoirs d'un niveau de francisation à l'autre, ce qui n'est pas forcément le cas de ce qu'on retrouve dans le cyberespace. Respecter les contenus du programme, c'est générer de la cohérence dans le parcours des apprenants. De plus, les SA sont adaptables, ce qui est une qualité non négligeable dans le contexte d'enseignement à distance. Elles peuvent être réorganisées et modifiées pour que l'enseignant dispose d'un matériel optimal qui tient compte de son intention pédagogique, des outils technologiques utilisés et des compétences technologiques des apprenants. En effet, les documents ne sont pas disponibles uniquement en version fixe, en PDF par exemple, mais ils le sont aussi en version modifiable, en document Word par exemple. Ces possibilités d'adaptation laissent d'ailleurs une plus grande place à la différenciation pédagogique. On précisera le sujet un peu plus loin. Finalement, elles sont conçues pour que l'apprenant mobilise ce qu'il a appris dans des situations signifiantes. Une problématique à résoudre en constitue le point de départ, ce qui en fait une tâche complexe. Justement, parlons un peu de ce qu'est une tâche complexe. Les SA sont des outils didactiques qui s'inscrivent dans une approche par compétences. On souhaite que nos apprenants deviennent des locuteurs compétents en français, certes, mais aussi des apprenants compétents, stratégiques et autonomes. Et on souhaite qu'ils puissent évoluer au mieux dans leur société d'accueil. Il importe donc de ne pas se limiter à générer des apprentissages linguistiques contextualisés dans des documents à comprendre et de proposer des activités de communication en leur demandant d'utiliser tel ou tel savoir. Si on souhaite agir sur leurs compétences, il faut faire appel à des processus cognitifs de plus haut niveau. On veut leur demander d'analyser, d'évaluer et de créer. Concrètement, ça peut être de comparer des options, de prendre une décision dans une situation dilemmatique, de mener à bien un projet, etc. Pourquoi tout ça? Parce que les processus cognitifs sollicités généreront des réflexions. L'enseignant pourra exploiter ces prises de conscience que fait l'apprenant sur la langue, sa démarche, son propre apprentissage ou sur les aspects culturels. C'est la métacognition. Grâce à cette prise de conscience, l'apprenant développera sa capacité à agir de manière circonstancielle, conditionnelle et stratégique tout en mobilisant ce qu'il a appris. On pourrait résumer l'ASA à une résolution objectivée d'une situation complexe qu'on nommera problématique. Voici maintenant ce qui compose une SA. Une fois mise en contexte, la problématique est présentée à l'apprenant. C'est la situation qu'il devra résoudre. Afin d'arriver à la tâche finale, la résolution aboutie, l'apprenant devra passer par une série de tâches, chacune correspondant à une intention de communication de son niveau. Ces tâches communicatives ont été conçues de manière à ce que l'apprenant doive mobiliser les savoirs du niveau des 4 catégories: grammaire du texte, grammaire de la phrase, éléments de phonétique, lexique. À différents moments, le tout sera objectivé, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des pauses à caractère métacognitif qui permettraient à l'apprenant, accompagné de son enseignant ou pas, de se questionner a priori ou a posteriori. L'objet de cette réflexion peut être une communication,
la planification de sa démarche, les savoirs linguistiques nécessaires, les ressources utiles, les circonstances à considérer, l'évaluation des difficultés vécues, la recherche de solutions, etc. Les SA comportent deux documents principaux. Le cahier de l'apprenant, qui peut lui être remis électroniquement et qui contient les consignes de réalisation, et le guide de l'enseignant, qui situe la SA dans le programme d'études, qui répertorie les intentions de communication et les savoirs ciblés, et qui présente une foule de pistes d'enseignement et de questions pour stimuler la réflexion métacognitive des apprenants, tâche par tâche. Puis, il y a les annexes, à lire ou à écouter, ce qui peut aussi parvenir électroniquement à l'apprenant. En classe comme à distance, il existe plusieurs manières d'utiliser les SA. Ce sont des SA de mobilisation, par opposition à des SA d'acquisition. Cela signifie qu'elles visent à ce que l'apprenant résolve la problématique en ayant recours à ce qu'il a appris avant coup. L'enseignant aura donc veillé à travailler les intentions de communication en question et à enseigner les savoirs qui y sont arrimés avant de passer à l'ASA, puisqu'elle propose à l'apprenant d'utiliser ce qu'il aura appris au préalable. Une autre manière de procéder serait d'en faire des SA d'acquisition. Il faudra alors débuter par la problématique de la SA avant même l'apprentissage et, au fil des tâches, prévoir des moments pour enseigner ce qui sera nécessaire à la poursuite de la SA. Autrement dit, on entrecoupe la SA d'exercices et d'activités afin de faire apprendre, notamment, les savoirs. La séquence durera donc plus longtemps que ce qui a été prévu, car elle sera ponctuée d'enseignements. À noter, ces exercices et activités ne font pas partie de la SA. Si on opte pour une telle utilisation de la SA, il faut prévoir le matériel d'enseignement à y adjoindre. Une autre possibilité que nous offre la SA est d'en faire une SAE. Ce matériel peut effectivement devenir un instrument de mesure de degré d'atteinte de compétences. On peut, entre autres, recourir à la grille d'évaluation à interprétation critérielle du niveau, utilisée pour la sanction. Évaluer à l'aide d'une SA ou d'une tâche d'une SA offre à l'enseignant et à l'apprenant un portrait de l'état des apprentissages. On peut évidemment donner de la rétroaction à l'apprenant de manière moins formelle, en aide à l'apprentissage, sans grille. Il existe plusieurs autres manières d'utiliser la SA, surtout qu'elles sont modifiables. En l'état, la SA n'est qu'une proposition. Sur Alexandrie, les SA sont publiés sous la licence Creative Commons, ce qui permet à l'enseignant qui le désire de la modifier à sa guise. Nous parlerons de l'adaptation au téléenseignement dans quelques moments, mais sachons que des alternatives sont déjà proposées dans le guide de l'enseignant. On peut modifier le cahier de l'apprenant, on peut changer la problématique, une consigne, ajouter des tâches, en enlever. On peut en modifier les annexes, changer le texte d'un audio et le réenregistrer. Bref, les possibilités sont infinies. On peut adapter une SA pour qu'elle tienne compte d'une réalité géographique ou de repères culturels qui évoluent, l'adapter à des réalités plus proches des intérêts des apprenants ou de leurs besoins, ou encore d'en proposer une version plus adaptée à un besoin d'apprentissage spécifique à un apprenant afin de différencier son enseignement. Le tout peut aussi être adapté à l'enseignement à distance. De quelle manière? Sachons d'abord que les SA ont été conçus pour maximiser l'interaction en classe, en dyade, en sous-groupe ou en plénière. À distance, la SA peut être menée de manière synchrone comme en classe, mais le téléenseignement ajoute une certaine facilité au recours au mode asynchrone pour réaliser une SA. On le sait, une séquence d'enseignement trop longue en mode synchrone génère de la fatigue. On peut choisir de faire certaines parties de la SA en mode synchrone et certaines autres en mode asynchrone. Certaines tâches peuvent aussi être réparties sur les deux modes. Le mode asynchrone permet à chaque apprenant d'avancer à son rythme, ce qui est moins évident lorsqu'on fait la SA en classe, car tout le monde doit suivre. Alors, comment déterminer le mode à privilégier? C'est le degré d'autonomie de l'apprenant à s'exécuter qui nous permet, comme enseignant, de planifier la réalisation. Cela se fait en fonction de son intention pédagogique, son objectif, et de l'analyse du besoin de l'apprenant. A-t-il besoin d'être guidé? Pour illustrer le tout, nous vous présentons deux scénarios. Observons d'abord la première proposition. Supposons qu'on a un groupe composé d'apprenants qui ont moins de stratégie ou qui ont un plus grand besoin d'accompagnement. Vous désirez alors opter pour une réalisation plus guidée de la SA pour soutenir leur réflexion métacognitive, pour induire davantage les savoirs à mobiliser ou encore pour faire du modelage au sujet de stratégie. Vous savez que vous allez diriger la SA étape par étape, ou presque.
L'enseignant convoque alors le groupe à une visioconférence, au cours de laquelle il contextualise l'ASA, comme il l'aurait fait en classe, comme prévu dans le guide de l'enseignant, en projetant, par exemple, une image pour activer les connaissances en mémoire des apprenants. Puis, il présente la problématique. Ensuite, tâche par tâche, il accompagnera les apprenants jusqu'à la tâche finale. Pour les tâches de compréhension, orale ou écrite, il peut faire jouer l'audio en partageant son écran et en incluant le partage de l'audio, ou faire apparaître le document à lire à l'écran de tout le monde. Pour guider un peu moins la réalisation de la tâche de compréhension, il peut aussi faire parvenir le document audio ou écrit à l'apprenant dans un espace partagé, dans une équipe Teams par exemple, ou lui faire parvenir l'adresse du document dans l'espace de clavardage, ou encore par courriel ou tout autre outil de communication. Les apprenants écoutent ou lisent le document, exécutent la tâche demandée, puis reviennent au lieu initial de la rencontre. Pour les tâches de production ou d'interaction orale, l'enseignant peut organiser des canaux pour en faire des sous-groupes. Pour l'écrit, il peut mettre à disposition des apprenants des documents collaboratifs. Pour guider un peu moins la réalisation d'une tâche de production, il peut aussi demander aux apprenants de s'enregistrer en audio ou en audio-vidéo pour l'oral, ou de rédiger, pour l'écrit, un texte dans un fichier de traitement de texte ou dans un courriel avant de le faire parvenir à l'enseignant. Pour chaque tâche, il donnera les consignes au préalable et animera une discussion à caractère métacognitif pour objectiver le déroulement et les ressources à mobiliser, ou pour faire un retour une fois la tâche exécutée. L'enseignant gère le temps, il peut donc faire l'ASA d'un coup, en quelques heures, ou étaler l'ASA sur quelques jours, ce qui lui laisse un peu plus de marge de manœuvre pour proposer des tâches asynchrones, pour laisser le temps nécessaire à chaque apprenant pour l'exécution des tâches, ou pour objectiver chacune des étapes. Quoi qu'il en soit, l'enseignant communique principalement de manière proactive, puis, en fonction de ses observations et des interactions, de manière réactive. Observons maintenant une deuxième proposition, beaucoup moins guidée, qui repose beaucoup plus sur l'autonomie de l'apprenant dans la réalisation de l'ASA. La phase de planification de l'enseignant sert surtout à rendre le cahier de l'apprenant autoportant. Il s'agit de bien outiller l'apprenant des ressources nécessaires à la réalisation de l'ASA. Puis, après avoir contextualisé la problématique, on lui remet le cahier, puis on le laisse s'engager dans l'ASA jusqu'à la tâche de production finale qu'il enregistre ou qu'il rédige, puis qu'il fait parvenir à son enseignant. Ce dernier peut alors constater la qualité de la réalisation de l'ASA de l'apprenant, car cette tâche finale en témoigne nécessairement. Il peut aussi fournir une rétroaction à l'apprenant ou même avoir une discussion à caractère métacognitif sur l'ensemble de l'ASA ou des éléments ciblés. Il peut ainsi fournir une rétroaction à l'apprenant ou même avoir une discussion à caractère métacognitif sur l'ensemble de l'ASA ou sur des éléments ciblés. Pour les tâches de compréhension, l'enseignant doit fournir à l'apprenant les documents à écouter, à regarder ou à lire, en les déposant dans un espace commun ou en pièce jointe d'un courriel par exemple, ou en copiant l'adresse du lien vers le document et en le collant directement dans le cahier de l'apprenant. On peut même penser à intégrer des questions à caractère métacognitif au document grâce à Edpuzzle par exemple pour la compréhension orale ou à insérer des commentaires à même un PDF pour la compréhension écrite. Pour les tâches de production orale, l'apprenant peut s'enregistrer en audio ou en audio-vidéo ou tout simplement avoir une discussion avec un partenaire au téléphone ou en visioconférence. Pour les tâches de production écrite, un espace peut être prévu à même le cahier de l'apprenant, où on peut lui suggérer d'envoyer un courriel ou encore d'opter pour un document de traitement de texte. L'enseignant peut tout de même demeurer disponible pour rencontrer les apprenants lorsqu'ils ont des questions, ou seulement pour vérifier si tout va bien. Il importe alors de mettre les apprenants au courant en amont des modalités de ce soutien à la demande ou des plages horaires durant lesquelles ils peuvent avoir recours à ce soutien. L'apprenant peut gérer lui-même son temps. L'enseignant peut déterminer une date de remise et chaque apprenant modulera son temps pour faire avancer sa SA selon ses besoins. Une SA réalisée de manière autonome ne signifie pas nécessairement du travail individuel. On peut, par exemple, former des dyades. Cela favorisera l'interaction entre les deux membres de la dyade qui feront progresser l'ASA ensemble. Quoi qu'il en soit, l'enseignant remet le matériel nécessaire à l'apprenant, puis communique principalement de manière réactive et rétroactive à la fin de l'ASA ou avant au besoin.
Bref, pour mener à bien le déroulement d'une SA et en tirer les bénéfices escomptés, ces deux propositions illustrent deux manières différentes d'accompagner nos apprenants. Qu'on les attende à la fin, en restant présent aux besoins bien sûr, ou qu'on soit présent à certaines étapes, ou même à toutes les étapes, il suffit de s'assurer que les consignes soient claires et que les documents à traiter soient à la disposition des apprenants. En classe, il est plus facile de suivre ou de superviser le travail effectué par les apprenants dans le cadre de SA de mobilisation. En téléenseignement, un des avantages principaux de cet outil demeure la différenciation pédagogique. Il est effectivement plus facile de différencier le déroulement de la SA en téléenseignement, comme tous les apprenants n'ont pas besoin d'être en visioconférence ou de l'être en même temps. C'est aussi l'occasion de faire vivre plus de situations véritablement authentiques à nos apprenants comme ils sont à la maison. Pour certaines situations de communication, le fait de réaliser la SA en classe implique de faire des simulations. Mais à la maison, on peut leur demander de faire visiter leur logement, de décrire leurs activités quotidiennes en faisant la démonstration, de présenter leur famille en temps réel ou encore de détailler une recette en la faisant. Les possibilités sont grandes. Gardons en tête que les SA sont des pièces détachables. Ce sont de petites didactèques composées d'outils bien organisés entre eux, mais aussi exploitables de manière indépendante. En ce sens, si vous ne retenez pas une SA pour une raison ou une autre, vous pouvez en garder une tâche ou une sous-tâche, un texte ou un audio pour en faire une activité. Chaque tâche de l'ASA correspond à une intention de communication du programme et fait appel à des savoirs du niveau, tout en respectant la progression des savoirs. Il y a donc, dans les SA, du matériel pour toutes les compétences, et ce, pour chacun des niveaux. En classe comme en enseignement et en apprentissage à distance, les SA ont des caractéristiques qui les rendent intéressantes à considérer dans la planification de son cours. En téléenseignement, les SA permettent à l'apprenant d'intégrer ce qu'il a appris dans une séquence plausible et signifiante. Comme enseignants, les SA nous permettent de moduler notre enseignement et de continuer à agir directement sur les compétences des apprenants, sur leur maîtrise des éléments linguistiques, sur la qualité de leur communication, sur leur stratégie d'apprentissage et sur le développement de leur rôle d'acteur citoyen. Pour terminer, si vous désirez approfondir le sujet des SA en téléenseignement ou discuter des outils technologiques évoqués dans cette capsule, les conseillers pédagogiques des services pédagogiques sont là pour vous soutenir. Communiquez avec nous.